j'ai déjà entendu parler de l'homosexualité. Bon, c'est des hommes qui s'intéressent aux hommes. Well, it is very common all over, and you could hear even right down to children. They talk, much about it. Yeah, so it's common. Yeah. L'homosexualité, c'est des personnes qui font de l'amour entre deux personnes de même sexe. Oui, oui, c'est ça l'homosexualité. Je sais que c'est des gens qui s'accouplent le même sexe, des hommes qui s'accouplent, des femmes qui s'accouplent. Quand deux, ou si c'est des femmes, quand deux femmes font l'amour, elles sont homosexuelles. Quand c'est deux hommes, c'est aussi la même chose. Moi, en tant qu'homme, un enfant de Dieu, c'est un truc, bon, enfin, parlant du sexe en quelque sorte, moi, je l'utilise pas n'importe comment. Entendre parler, oui, quelque peu. Aussi lire dans les romans, dans les différents romans que les Blancs nous envoient. C'est pas, ça concerne le milieu drogué, les gens, les hommes et les hommes qui se couchent. Le milieu, c'est pas. Dans les grandes villes, on rencontre. Bienvenue à QSD. Vous le savez déjà, il sera question ce soir à QSD du phénomène de l'homosexualité. Un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur aujourd'hui au Cameroun. Tout au long de l'enquête que nous avons réalisée pendant plusieurs semaines à Yaoundé et à Douala, nous avons donné la parole à l'homme de la rue, aux parents, aux spécialistes, aux hommes d'église, aux hommes de loi, sans toutefois oublier les intéressés eux-mêmes. Pour vous aider à mieux comprendre l'ampleur de ce phénomène homosexuel aujourd'hui au Cameroun, nous vous proposons ce soir à QSD un voyage nocturne qui nous conduira à certains endroits assez particuliers de Yaoundé et de Douala, véritables temples de plaisirs cachés qui dorment le jour et vivent la nuit. Bienvenue dans le monde de la nuit. Vous êtes pratiquement un octambule connu de toutes les filles de joie et de tous ceux qui fréquentent les boîtes de nuit de la capitale et même du Cameroun en général. Et il y a un phénomène qui a cours aujourd'hui chez nous, c'est celui de l'homosexualité. On voulait savoir, vous qui êtes un habitué de la nuit, comment ça se manifeste, comment les hommes abordent-ils d'autres hommes en boîte, comment les femmes abordent-elles d'autres femmes en boîte? Les femmes, bon, généralement c'est les femmes un peu plus âgées qui vont vers les plus jeunes et qui les accostent. Et c'est pour de l'argent, tu vois, un peu. Bon. Et ces jeunes femmes, elles n'ont pas assez de moyens, tu vois, ce qui fait que généralement ces femmes un peu âgées ont plus de moyens et ce qui fait qu'elles essayent de convaincre ces jeunes filles-là et elles vont avec elles, elles rentrent avec elles. En effet, je suis un agent de sécurité dans une boîte de nuit à Douala. Bon, je dis que la nuit, c'est un autre monde. La nuit, c'est un autre monde parce que ce que je vis la nuit, vraiment, je souhaite que Dieu me bénisse, que je laisse ce travail-là. On assiste à des cas de bagarre, par exemple, deux lesbiennes qui se bagarrent entre eux parce qu'il y a parce qu'on a arraché son mari. Une lesbienne qui dit non, c'est mon mari qui se bagarre entre eux. Ça s'est même passé hier. Une fille subitement sort, il me dit bon, tenez, voilà 200 francs français. À partir de ce soir, je ne veux plus que vous appelez la fille ici par son nom. Appelez-la Madame telle. Et subitement, je vois une autre fille qui sort l'arrêter la bagarre, que non, c'est mon mari, machin. Ça, il a fallu l'intervention de la sécurité pour les départager. Mais finalement, elle est partie en se fâchant et tout ça se passe. Oui, je suis allée en boîte un jour, je me distrais, j'ai retrouvé ma copine qui rentrait de l'Europe. Alors, elle m'a offert une bouteille, je buvais avec elle. Nous étions en train de boire, une fille s'est amenée et la fille croyait que je sortais avec elle. Dès qu'elle est arrivée, on buvait tous ensemble. Au moment de rentrer, j'ai dit que je rentrais. Après, la fille a dit, si tu parles encore à ma copine, je vais te faire des problèmes. J'ai dit que je ne savais pas qu'elle était lesbienne. Donc, si c'est ça que tu faisais en Europe, je ne savais pas. Donc, je voudrais que
ça s'arrête. Je voudrais plutôt venir me rendre visite chez mes parents. Déjà, si les gens me voient dans la rue, ils diront que je suis Gwyn et ça ne fait pas bien à ma famille. Parce que je ne sais pas quel plaisir je peux éprouver pour une femme, alors qu'il y a des hommes. Je n'ai jamais sorti avec une femme dans ma vie. Je voudrais plus que tu viennes chez moi. J'ai une copine, Gwyn. Une fois, elle m'a proposé d'aller coucher avec elle, mais comme je ne savais pas comment commencer, elle me dit « tu me lèches pas le vagin ». Parfois, elle fait ça avec des blanches, quoi. Les messieurs qui amènent leurs femmes blanches, ils nous proposent parfois ça. Mais comme nous, on n'a pas le choix, quoi. On n'a pas le choix parce que c'est l'argent qu'on cherche. Et vous faites alors? On fait, on n'a pas le choix. Donc vous faites? On fait pour de l'argent. Mais pas pour le plaisir? Pas pour le plaisir. Et vous demandez combien? 25 000, 30 000, d'autres, ça dépend, quoi. Quand une lesbienne aime vraiment une autre, c'est grave, elle n'aime plus les hommes vraiment. Elle n'aime vraiment plus les hommes. Jamais. J'ai assisté deux filles faire l'amour. Soit c'était 3, je pense 3. Elle faisait à 3. Mais elles étaient allées chercher une autre fille pour faire l'amour. Mais normalement, c'est 2 filles qui s'aimaient. Donc, je ne sais pas pourquoi elles ont fait ça. Mais j'étais là, j'ai vu. Mais des pédères aussi, les lesbiennes me draguent aussi, parfois, mais je n'accepte pas parce que je ne peux pas faire ça. Bonsoir, c'est Maria. Mon ami à l'autre. Et moi, c'est plus chérie. On fait les trucs, on va en boîte pour le moment. Comment devient-on homosexuel? Vous connaissez les problèmes dans notre société qui précèdent l'accouchement. On attend un garçon. Nous sommes à la 5e grossesse. Il y a eu 4 filles déjà données. Et on se dit, celui-ci, il faut qu'il soit un garçon. Il a déjà tout un projet avant sa naissance sur son genre. Il sera garçon. Parfois, il naît encore fille et c'est tout un projet. C'est toute une histoire qui va débuter. Ça, c'est le genre masculin ou féminin. Et pour le genre, disons-le tout de suite, il peut y avoir des ambiguïtés. Nous avons vu que d'allure féminine, nous allons voir que quelqu'un d'allure féminine est en fait a plutôt des gonades masculines. Et ça se pose un problème. La société le regarde comme une fille ou alors comme un homme, et lui, il a besoin de se ressentir dans son confort de femme. Il va soit se travestir pour rejoindre l'identité sexuelle qui est dans sa tête et marcher malgré sa gonade masculine dans le corps. Ou alors, il est plutôt femme avec des seins, alors que mentalement, il se sent homme. Il va camoufler tout ceci et avoir une pratique qui lui donne l'allure d'un homme. Mais là, c'est seulement le genre. C'est seulement le genre qui impose, parce qu'il y a eu des ambiguïtés sur le plan du développement de l'embryon qui va devenir homme. Il y a eu des erreurs chromosomiques. Et où il est homme, où il est femme, où il est entre les deux, c'est ambigu. Il y a plusieurs types d'ambiguïté. À côté de ça, dans les 3 cas, on peut choisir cas par cas. L'enfant qui naît va évoluer selon des stades de développement. L'école freudienne les appelle les stades de développement de la personnalité. Il y a un stade très important où nous montrons le rôle de la mère, relation mère-enfant, fusionnelle, progressivement détachée, mais le rôle du père, très important, selon que l'enfant est un garçon ou une fille. Et je peux peut-être utiliser un petit temps pour expliquer que cette période qu'on appelle le complexe d'Oedipe ne se déroule pas de la même façon selon qu'on est un garçon ou selon qu'on est une fille. Quand j'aurai terminé cette explication, il faudra qu'on s'attarde sur que veut dire père, que veut dire mère, et que veut dire rôle de père, et que veut dire rôle de mère. Allons-y. Mais avant, je voudrais terminer mon propos en disant que
la fille, je prends le plus compliqué, la fille naît et est en relation fusionnelle avec sa mère, puisqu'elle est sur le sein. Le premier objet d'amour, c'est sa mère. On peut penser, si on veut être théorique, qu'à ce moment, il s'agit d'une relation homosexuelle, parce qu'elle a un genre féminin, comme sa mère, et a une relation d'amour affective, dont une relation sexuelle, mère-enfant. C'est ce partage d'affection, c'est ce partage, cet échange, cette quête et cet échange d'affection où on se sent le plaisir de vivre parce qu'on prend de l'autre et on donne à l'autre qu'on appelle la sexualité. Alors, cet enfant va voir arriver, ça se passe toujours autour du premier mois, un être deuxième qui est le père. Cet être semble très important pour la mère. Bien sûr, on peut imaginer qu'il se présente une rivalité entre cet enfant qui est en fusion avec sa mère, la fille, et le père. La menace, c'est que si on laisse ce monsieur arriver, il va déstabiliser ma relation fusionnelle. La première étape, on a dit, elle était en relation homosexuelle, mais comme le père semble là avant, et même très fort dans la relation avec la mère, on a même l'impression, le petit enfant a l'impression que ce père est même complice de la mère, se sent désormais menacé et pense même qu'il risque d'être éjecté si jamais il ne fait pas une concession avec cet étrange personnage, va subir ce qu'on appelle une castration, parce que la mère va lui montrer, et ça il faut le dire en termes simples, mais c'est plus compliqué que ça, que malgré le fait que je sois en amour fusionnel avec toi, lui, c'est plus important pour moi. L'opération mentale de l'enfant, fille, c'est de pouvoir rester dans l'équilibre familial sans être éjecté, de faire une concession et désormais être l'allié de la mère pour être à côté de cet homme qui est le père. Et là, c'est la deuxième phase du complexe d'Oedipe chez la fille où on a l'impression que, on doit le dire, comme on l'a dit tout à l'heure, elle était en homosexualité. Cette fois-ci, elle va donc être en hétérosexualité avec le père. À ce même stade-là, il faut vous dire que on connaît des rivalités fille-mère autour du père. Mais toutes ces étapes sont indispensables pour la maturation de la personnalité. Et laquelle de ces étapes peut conduire quelqu'un à l'homosexualité? L'homosexualité intervient lorsque le processus n'est pas complété. Et je vais te dire que après cette relation forte entre la fille et le père, qui risque d'être maintenant la rivalité entre la fille et la mère doit avoir la présence forte à côté du père pour castrer la fille. La fille castrée fait une concession, reste là, sans plus menacer la mère, tout en obtenant les avantages du père, mais sans plus être en relation hétérosexuelle parce que de toutes les façons, c'est la mère qui a sa place. Donc on peut imaginer que à ce moment, cet enfant, fille, a connu l'homosexualité et a connu l'hétérosexualité. Mais je vais vous dire rapidement que ce bagage va l'aider ultérieurement au sortir de la puberté et dans l'adolescence. Et cet enfant aura, lorsque les choses se sont passées correctement, tendance, comme sa mère, à avoir des rapports affectueux avec des gens qui ressemblent à son père. Alors on dit que l'Oedipe est résolu. Mais s'il y avait un raté, par exemple, que la relation mère-fille soit si forte que le père n'ait pas pu, on parle des pères absents, on parle des pères faibles, n'ait pas pu enclencher ou pas de relation père-mère assez fragile comme on le rencontre dans certains couples familiaux, à ce moment, l'enfant ne se détache pas, la fille, de la force de la relation mère-fille et ne développe en elle que la recherche de l'affection avec des personnes qui ressemblent à sa mère. On dit que son Oedipe n'est pas résolu et on pense théoriquement que ça peut la mettre, ça peut lui conférer le potentiel de ne chercher que des personnes qui rappellent la mère. Et si par exemple l'Oedipe est résolu, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle cherchera comme son père. Ces choses-là ont tendance à éclore à nouveau à la puberté. Sur le plan physique, il y a l'apparition des caractères sexuels secondaires,
C'est même là d'ailleurs que nous allons le voir que les ambiguïtés sexuelles disent que je ne savais pas avant, mais après, en grandissant, je me suis rendu compte que je n'étais pas un garçon, je n'étais pas une fille. Je t'avais dit que l'amour est une fleur qui s'oppose sur l'autre fleur. Tu ne me croyais pas. Et après, tu l'as dit toi-même que Petit Pays a raison. Ça a commencé comme par curiosité. C'est par cette curiosité-là que nous avons trouvé du plaisir. Oui. Alors, vous êtes au nombre de combien? Nous sommes au nombre de 5. 5 filles. Et comment ça se passe? Elles sont qu'elles se font dans la vie? 3 sont à Douala. Et 2 sont ici. Et qu'est-ce qu'elles font dans la vie? Il y a une qui est hôtelière, l'autre fait l'informatique, moi je fais l'infirmerie et les 2 autres sont élèves. Oui, alors comment ça a commencé? Vous vous êtes retrouvés par hasard ou alors vous connaissiez avant? On se connaît depuis l'enfance. On se connaît depuis quand on était tout petit. C'est comme ça. Et depuis combien de temps vous êtes ensemble? Depuis 3 ans. Oui, vous vivez particulièrement, vous vivez à 2, hein? On peut dire en ménage. Oui, mais comment ça se passe quand vous êtes ensemble? Ça se passe comme mari et femme. Comme ça se passe quand vous et votre femme. C'est comme ça. C'est-à-dire, il y a des objets, il y a des... Qu'est-ce que vous utilisez? Il y a des objets artificiels que nous utilisons. Et que nous trouvons ce plaisir par rapport à ça. Donc, vous, si on vous demandait de choisir entre les hommes et les femmes, vous choisirez les femmes? Bien sûr, on choisirait les femmes. C'est l'essentiel. Et comment ça se passe entre nous? Racontez-nous un peu. Ça se passe... c'est comme... Raconter quoi quand on fait l'amour? Quand on fait l'amour, bon, on trouve un réel plaisir en se caressant, en s'embrassant, en utilisant ces objets artificiels. Ouais, et si vous voyez votre conjointe, je peux dire ça ainsi, avec un homme, quelle sera votre réaction? On serait jalouse. Moi, par exemple, je serais jalouse. Je serais jalouse par rapport à ce que je me dis que le type l'a détourné, tourner la tête et m'oublier. C'est ça. Oui, à part faire l'amour ensemble, qu'est-ce qui vous lie? Est-ce qu'on peut parler vraiment d'amour? Est-ce que vous aimez vraiment à ce point? Si, on s'aime. On s'aime comme des sœurs. Ça, on s'aime comme des sœurs. On s'aime pas comme mari et femme, mais on s'aime comme des sœurs. Mais les sœurs ne vont pas jusqu'à faire l'amour ensemble? C'est ça, c'est là le contraire, mais sinon, on s'aime comme des sœurs. Le contraire, c'est que les sœurs ne vont pas faire l'amour ensemble, mais notre amour, c'est comme pour Adam et Ève. Bon, et maintenant, quand il vous arrive d'aller avec un homme, qu'est-ce que vous ressentez? Vous allez par amour ou bien pour l'argent? On va pour l'argent. On ne ressent rien, sans vous mentir, on ne ressent rien. Rien du tout. Moi, par exemple, je ne ressens rien. Je vais pour de l'argent. Ouais. Donc, vous jouez? Oui. Appelons comme ça, le jeu. Et quel regard la société, l'entourage, les parents posent sur vous? La société, on essaie un peu de faire ça discrètement, personne ne sait, les parents ne savent pas, et on fait ça discrètement. Et vous vous trouvez combien de fois par semaine ou par jour ensemble? Parfois, on se trouve 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, ça dépend du travail. On fréquente, on travaille. Parfois, ma concubine est malade, et là, il faudrait des sous pour la soigner. Là, on a appelé à aller baiser avec des hommes pour trouver de l'argent.
Moi, j'aimerais quand même savoir comment ça se passe quand vous arrivez dans la chambre et tout. Bon, qui se déshabille, comment ça se passe? J'aimerais quand même... On se regarde dans les yeux et après, si elle a envie de moi et que j'ai aussi envie d'elle, on commence. Dans les caresses. Et quels sont les endroits les plus sensibles? Les endroits les plus sensibles chez moi, ce sont les seins. Et chez votre conjointe? C'est les fesses. À quel endroit? La chatte. Vous connaissez la chatte? Quand c'est un homme qui me touche, bah là c'est autrement. Hein. Bon, je suis pas à l'aise quoi. Il y a des moments qu'on s'arrête jusqu'au niveau des caresses et d'autres moments on va jusqu'à la pénétration avec des objets artificiels. Et vous les procurez où ces objets? En pharmacie, dans des hôpitaux, ça se voit. Ça ne coûte pas cher? Ça coûte cher, mais on est obligé. C'est manuel ou électrique? C'est manuel. C'est manuel. Est-ce que ça va? Nico, est-ce que ça va? Pembo, est-ce que ça va? Bon, voilà, après ce que nous venons de suivre, nous allons nous retirer quelque part pour essayer de commenter un peu ce que nous avons suivi. Parce que ce sont des témoignages vraiment inédits. Des témoignages qui rapportent des vues assez hétérogènes, qui nécessitent des explications pour les téléspectateurs, qui devront comprendre quand même que dans ce que nous venons de voir, il y a des lectures à plusieurs niveaux, mais c'est ça aussi un aspect de l'humanité. Le plus important, c'est de tirer ce qui est acceptable. Voilà. Ok, on va y aller. On y va. L'avocat des femmes, un petit pays, le seul au monde. Nous réalisons que des apprentissages, des imitations, en visionnant ce qui se passe ailleurs, ou alors en se retrouvant dans un clan d'amis où on se passe des expériences, on finit par aboutir à quelque chose qui devient une pratique habituelle. Ce que je veux dire, c'est qu'il existe des zones érogènes du corps qui ne sont pas utilisées dans une sexualité hétérogène. À l'occasion de ces imitations, la fille se rend compte qu'elle éprouve le même plaisir qu'elle aurait pu éprouver en relation hétérosexuelle en se privant des conflits qu'elle peut vivre avec un garçon, une femme. Généralement, il y a eu des déceptions avant, mais parfois, elle veut faire comme elle voit sur les films, comme elle voit dans les cassettes pornographiques qui sont parfois ventilées ça et là. Et cette curiosité l'installe dans une pratique et elle se cristallise. Je voudrais te dire que ça existe déjà, on le voit dans la masturbation, on commence par une pratique et finalement on a du mal à la quitter. Il faut dire que ces filles nous montrent très bien qu'elles ont la dimension hétérosexuelle, mais que par pratique habituelle, à l'intérieur du clan, elles se sont installées et n'arrivent plus à se séparer. Bon, alors quand une fille dit qu'elle ne se sent pas à l'aise avec un homme, est-ce que ce n'est pas grave ça? Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'elle peut être, comme nous l'avions dit plus haut, de genre féminin, mais avec une identification sexuelle qui l'oriente vers l'homosexualité. Elle aurait donc une attirance vers qui, comme sa mère, par exemple. Je l'ai dit. Mais elle peut être hétérosexuelle et développer une forme de pratique sexuelle qui lui procure autant de plaisir. Ici, nous mettons l'accent sur le côté pervers, le côté vice, le côté déviation, qui permettent des pratiques un peu plus impressionnantes, à sensations parfois plus fortes, et ce sont ces sensations qui sont recherchées. Mais il y a aussi ce côté révolte par rapport à la sexualité traditionnelle qui va amener ces jeunes personnes à opter pour cette pratique et alors se montrer comme des personnes un peu originales, revendiquant d'une certaine sexualité. Je terminerai parce que, parfois, des courants militants
qui privilégient ces sexualités déviantes, ces sexualités perverses, avec utilisation d'instruments qui sont assez manufacturés. Oui, elles l'ont dit tout à l'heure. Elles l'ont dit. Ces courants ont tendance à constituer des lobbies de plus en plus importants. Ça permet la vente du matériel, mais ça permet aussi la constitution de groupes de plus en plus larges. La jeune femme, découvrant cet aspect, s'installe et alors ils appellent ça des partous, se mettent à 3, à 4, découvrent un plaisir qui les met en dehors de la quête de l'homme ou bien de ce qu'elles subiraient dans la relation avec un homme. Et quand il faudra de l'argent, comme elles l'ont bien dit, elles sortent de cette situation pour aller chercher l'argent en relation hétérosexuelle. Nous nous rendons bien compte qu'elles ont une pratique homosexuelle sans être des homosexuels. Pratique homosexuelle différente de l'homosexualité constituée. Il faut quand même dire qu'on peut aussi retrouver des homosexuels constitués qui ont ce genre de pratique. C'est des personnes qui, par les forces de la société, se sont installées dans des sexualités hétérosexuelles, ont même parfois fait des enfants, mais à un moment se retirent pour enfin vivre le type de sexualité qui est le leur. À ce moment, il y a comme un recrutement par cooptation de groupe, et on se découvre à l'intérieur de ce groupe-là un potentiel qui nous donne du plaisir plutôt dans une sexualité homosexuelle. Ils vont vous dire, tant que j'étais avec l'homme, je ne me sentais pas bien, mais depuis que je suis avec les femmes, je me sens bien. On voit donc à l'intérieur de ce groupe, il y en a qui le font par imitation, il y en a même qui le subissent par prostitution, mais il y en a qui sont constitués mentalement pour le faire, mais ne l'ont pas fait parce que la société ne permettait pas cette éclosion. Il y a deux genres d'hommes, tu vois. Il y a des hommes qui sont vraiment efféminés, qui sont faits pour ça. Et puis il y a des hommes qui sont dans la vie, qui sont, je peux dire, par manque de moyens. Ils le font par manque de moyens. Ils viennent me voir, ils m'expliquent le problème. Et ils me demandent à moi de les trouver des gens qui peuvent les accoster. Et moi, j'essaie de voir, j'essaie de mettre un contact entre les deux couples. Généralement, ces hommes et ces femmes sont souvent amis, ils marchent ensemble. Ils sont amis, ils marchent ensemble, ils marchent ensemble. Bon, ils font la vie ensemble, tu vois, parce que ces hommes se considèrent femmes, tu vois. Ils s'appellent aussi, on les appelle aussi en elles, les hommes qu'on appelle mademoiselle, tu vois. Ce qui fait que, bon, ils sont dans la vie féminine. Alors, ils font aussi de la jalousie comme les femmes, ils font de la vie comme la femme, c'est comme ça. Il y a une bonne partie à Douala qui le font déjà, surtout les jeunes garçons aujourd'hui. Vous arrivez avec votre copain, ils viennent, ils s'asseyent, ils font la cour. Et puis, généralement, ceux qui le font actuellement, je ne crois pas que la majorité de ceux que vous trouvez en boîte, de ce genre de pédés que vous trouvez en boîte, ils le font pour les sous. Ils le font pour l'argent. Et puis, il y a des messieurs même, des messieurs bien placés, des messieurs qui le font, qui aiment bien ça. Mariés avec des femmes à la maison, qui laissent les femmes qui viennent le soir en boîte et puis qui vont avec des hommes. Ça ne se cache plus. Il y a des messieurs qui le font. Certaines personnalités camerounaises, parce que dans la nuit, la raison pour laquelle je dis c'est une autre chose, parce que la même personne que tu vois dans la nuit, dans la journée, ce n'est plus la même personne. Tu rencontres une personnalité dans la nuit et tu pars dans son bureau dans la journée. Si on te dit c'est la personne que tu as vue dans la nuit, tu vas dire non. Parce que dans la nuit, il devient un bébé. Il cause avec toi, il fait les trucs bizarres, mais tu ne sais pas, tu dis, mais ce n'est pas tel monsieur-là que je connais. Est-ce que c'est lui? Et finalement, c'est lui. Mais vraiment, c'est tellement bizarre. C'est des mecs qui viennent habillés, efféminés, comme vous voyez, qui viennent, ils rentrent, ils accostent les clients, ils sont sympas. Et surtout, nous, les agents de sécurité, moi, à l'époque, qui étaient très visés, ils cherchaient même à me côtoyer, même à me cibler, même dans mes heures privées, pour essayer de me corrompre, pour faire leurs entrées. Et s'il vous plaît, il y a même des autorités, des gens, pas des autorités, des hommes d'affaires, des gens qu'on ne peut pas imaginer qui peuvent faire ce genre de choses, qui négociaient même souvent leurs entrées. C'était pas facile, tu vois. Moi, j'ai vécu toutes ces choses-là. Jusqu'aujourd'hui, ça a pris l'ampleur il y a 2 ans. Ici à Douala, c'est devenu trop vulgaire. Vous voyez, dans la rue, il y a des mecs
Vous voyez ici près des voitures, ils sont efféminés, ils se promènent partout. Et nous, les agents de sécurité, on a ces problèmes parce que, il faut d'abord défendre l'image de la maison où on travaille par rapport à la clientèle parce que en Afrique, particulièrement au Cameroun, pour le moment, on ne supporte pas ça. Bon, il est vrai que le millionnaire peut amener et changer beaucoup de choses, va venir, ça peut changer beaucoup de choses, mais pour le moment, ça se passe comme ça, ça y a pris l'ampleur. Il y a cela 5 ans, il y a 6 ans, ça y a pris l'ampleur, c'est pas comme avant. Actuellement, on peut les trouver un peu partout. Et les autres le font. Une fois, j'ai arrêté un mec qui est venu, il a accosté un monsieur, il disait, écoute, salut, il sympathise, et il fait comme s'il veut prendre des renseignements avec un sac, comme un touriste. C'était un homosexuel. Bon, le mec, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, qu'est-ce qui se passe ici? Moi, je suis venu, j'ai arrêté le mec. Je commençais à le fouiller, il m'a dit, écoute, grand frère, comme tu vois comme ça, c'est le chômage qui m'envoie faire ça. Moi, je ne peux pas faire autrement. J'ai abandonné les études, et je suis obligé de faire des choses. J'ai pris mon courage et je le fais. Bon, tu vois, franchement, il faut qu'on fasse attention parce que bon, je ne sais pas si le gouvernement est d'accord que ça se passe comme ça se passe un peu ailleurs, comme en Afrique du Sud, j'ai vu l'autre jour à travers les médias où c'est des mecs qu'on a intégrés, ils se marient, c'est tout. Bon, je ne sais pas si ça va arriver comme ça au pays, mais je vous dis pour le moment, bon, ça prend déjà d'ampleur et le gouvernement ne veut pas prendre des mesures pour ça. D'habitude, moi, je les attrape au niveau du bas, du haut, ils sont en haut des toilettes. Ils se caressent, ils se foutent le doigt, ils s'embrassent. Moi, je les prends, je les mets dehors et tout. Il s'est dit, non, ici, vous nous empêchez, mais alors qu'en Europe, on fait ça en plein air. Je ne sais pas pourquoi vous nous cachez, ils prennent ce courage de le dire. Donc, nous allons donc continuer notre tour des boîtes de nuit. Ben oui, c'est une soirée impressionnante. Oui, c'est ça. Et il y a un ami qui nous attend quelque part. Oui. C'est un PD. Oui. Et il a promis de nous dire tout ce qui se passe dans leur milieu. Oui, je sais que c'est un milieu dur. Maintenant, il est important pour les téléspectateurs de se rendre compte que cette ouverture que nous essayons de faire a une dimension, une visée pédagogique pour expliquer ce qui se passe, mais il y a un garde-fou qui est aussi sur le plan pédagogique de ne pas ici faire l'apologie de cette pratique sans condamner ceux qui la font. Nous ne sommes pas là pour la diffuser, mais nous sommes là pour expliquer que ça se fait, mais que parfois, comme je l'ai expliqué plus tôt, il s'agit de pratiques du côté archaïque de l'homme, ce côté archaïque qui émerge parfois, soit parce qu'au niveau de l'Oedipe, les choses ne se sont pas réalisées correctement, soit parce que dans des conditions exceptionnelles de détention ou alors de quête d'argent ou de prostitution, on se retrouve à pratiquer. Bien sûr, les hommes de loi, les organisateurs de la société ont un regard pour monitorer tout cela, organiser la société, les lois et puis baliser les conduites. Oui, c'est ce qu'on verra tout à l'heure avec des hommes d'église et des hommes de loi pour essayer de voir un peu plus clair. Tout à fait. On va continuer? Oui, bien sûr. Comment ça s'est passé? Comment ça a commencé pour vous? Pour moi, c'est inné. Je suis né avec. C'est-à-dire, comment vous l'avez su? Je l'ai su à l'âge de 16 à 17 ans, lors de ma période de puberté. J'ai senti une attirance forte envers les garçons. Donc, c'est ce qui veut dire que les femmes ne vous disent pas grand-chose? Pas forcément. De temps en temps, ça arrive, une petite attirance, mais je préfère les mecs. Et comment ça se passe avec les mecs? Avec les mecs, ça se passe très bien. Je drague, ça marche. Je drague, ça marche pas parfois. Et quand vous draguez, comment vous y prenez? Un regard qui en dit long. Et après? Et après, le mec s'avance, je le suis. Ou bien il me file son numéro. Ou bien il m'attend dans un coin de la rue. Il me fait des signes et c'est parti. Et comment ça se passe? Vous êtes la femme ou l'homme?
Ben, dans certains cas, ça dépend. Vous allez vous retrouver avec un mec, c'est lui qui est la femme. Bref, il est passif. Ou bien dans certains cas, c'est le mec qui est actif. Et dans votre cas? Dans le mien. Bref, je dirais sur les deux. Sur les deux. Mais est-ce que vous avez un matériel spécial que vous utilisez souvent? Est-ce que vous vous protégez quand même? Bien évidemment que si on se protège avec le monde actuel, les maladies et tout, j'utilise des capotes et des lubrifiants à base d'eau. Et quel regard la société pose aujourd'hui sur vous, votre entourage, votre famille? Comment ils supportent ça? Ben, ils supportent très mal. Déjà, c'est un tabou pour le pays et tout. On va te regarder avec un dédain, je sais pas, tout bizarre et tout. Ils ne supportent pas, quoi. Ils ne sont pas habitués. Et en famille, comment vous arrivez à vous assumer? Ben, j'essaie de joindre les deux bouts, mais c'est pas facile. On peut accepter, mais ça ne va toujours pas. Et vous vivez de ça? Ben, dans certains cas, oui, je vis de ça. Je suis obligé de me prostituer. Et ça vous rapporte combien à peu près par mois ou par semaine? Ben, ça dépend, mais un bon paquet. C'est avec des expatriés ou avec des Camerounais? Bref, c'est mixte, expatriés camerounais. Mais et quand les homos, bon, les PD, disons-le, quand les PD sont ensemble, comment ça se passe entre vous? Est-ce qu'il y a souvent des séances de ces choses-là? Bref, entre nous, s'il y a des séances. Racontez-nous un peu une séance. Ben, j'imagine des copains qui arrivent à la maison, on se tape une partouze à 4, on se branle, on se fait des parties de jambes en l'air et tout, masturbation, sodomie, pipe, etc. Etc. Si. Et vous le faites souvent aussi avec des femmes, non? Si ça arrive à certains cas, on s'organise des partouzes entre bonnes copines et mecs, quoi. Et quel rapport vous avez avec les lesbiennes? Bref, les lesbiennes s'entendent très bien avec les homos, déjà. Parce que c'est presque, je dirais, c'est une même famille. Les lesbiennes, c'est comme des homos. On s'entend beaucoup. Et ensemble, qu'est-ce que vous faites ensemble? Qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble? Qu'est-ce que vous faites souvent ensemble? Ben, on se supporte, quoi. Parce que nous sommes rejetés par la société, dont on s'attache par rapport à nos différents. Est-ce que vous n'avez pas peur des risques que cela comporte, par exemple, des cas de maladie, des sida, par exemple? Nous savons qu'il y a encore un débat à ce sujet. Le sida serait parti du milieu des homosexuels. C'est ce qu'on raconte, mais pourtant je dirais que c'est pas totalement vérifié. Parce que déjà, les homos, vraiment, ils se protègent. Les homos sont très protégés. Je dirais que ce sont des messieurs assez vicieux qui papotent un peu partout chez des femmes et chez des hommes qui vont un peu partout et qui ne se préservent pas. Parce que le sida existe partout, dans tous les milieux, que ce soit hétéro, que ce soit homo. Le sida existe. L'essentiel, c'est de se protéger. Si tu ne te protèges pas, tant pis pour toi. Et dans quel milieu on retrouve plus d'homosexuels aujourd'hui au Cameroun? On retrouve plus d'homosexuels dans un milieu assez snob. Bref, assez classe, je dirais. Qu'est-ce que je pourrais dire? Les homos sont partout. C'est pas forcément en portant un chignon, ou en ayant des cresses, ou en mettant un jean moulant, ou bien une boucle, ou bien en se crassant, je sais pas quoi, sur le visage, qu'on est forcément homo. Les homosexuels, ça se retrouve partout. Il y a des homos renfermés, il y a des homos exposés. Et vous êtes exposé? Ben, je dirais dans certains cas, oui. Mais je ne le fais pas savoir partout. Et généralement, vous demandez combien par séance? Ben, ça dépend de la personne qui se présente devant vous. Vous essayez de juger son gabarit et c'est parti. C'est une question de gabarit?
mes filles. C'est aussi une question de classe sociale. Alors le minimum et le maximum? Minimum, je dirais 50 ou 100. Et maximum? Plus 200 à 250, 300. Pour le faire, il faut être lucide ou alors il faut être dans un état second? Il faut être lucide, il faut déjà être... bref, il faut déjà l'accepter. On ne va pas se réveiller un matin et dire tiens, je m'en vais coucher avec un homme ou une femme ou bien une femme qui va coucher avec une femme. On est entièrement lucide. Je vois votre gestuelle. Est-ce que vous êtes obligé de faire comme une femme, marcher comme une femme, parler comme une femme, défriser les cheveux? Est-ce que vous êtes obligé de le faire? Non. Je ne suis pas obligé de le faire. Ce n'est pas en le faisant qu'on est homo. Il y a des homos qui ont des coiffures normales, mais il y a des homos, je dirais, folles. Et le plaisir, vous le sentez vraiment? À fond. Jusqu'aux entrailles. C'est-à-dire? Je prends mon pied. Bref, c'est l'orgasme. Vous jouissez aussi comme si c'était avec une femme? À la folie, et peut-être mieux qu'avec une femme. Très rapidement, il a une préoccupation majeure sur la quête de l'argent. Il a la maîtrise de son corps, sait très bien que dans l'environnement où il vit, il peut utiliser son corps et gagner beaucoup d'argent. Il a une tarification qu'il exprime, ça va sur 200, 300 000 francs le rapport. Il a libéré le côté homosexuel qui existe en lui de par l'éducation qu'il a. Il s'est identifié, il s'est installé dans une identité. On pourra parler de comment on devient homosexuel. Alors chez lui, il a ce penchant homosexuel qu'il a libéré. Il a la connaissance de l'argent dans le milieu et psychologiquement, il est structuré pour se permettre au-delà de ce qu'un homosexuel peut faire, c'est-à-dire des perversions sexuelles, des déviations sexuelles. Ça lui donne cette aisance à parler de sa sexualité, mais ça ne cache pas la souffrance qu'il exprime parfois depuis sa petite enfance jusqu'au moment où il devient ainsi homosexuel. Fais-moi câlin, fais-moi câlin, fais-moi bisou, fais-moi câlin, fais-moi câlin. Cette vie de green, de PD et tout, je crois que c'est un scandale. Ça, c'est un scandale. Ça, je vous le dis sincèrement, c'est un scandale. Parce que moi, si j'apprends demain, je suis un père de 3 enfants. Ma première fille a 14 ans. Si un jour, mon deuxième fils a 9 ans, si après moi, un jour, si je ne suis pas là et que j'apprends que par rapport à l'éducation que je donne à mes enfants, ils n'ont pas pu suivre l'éducation que je les ai donnée, et que j'apprends que ma fille ou mon fils ou mes 2 fils se sont jetés dans ce fléau-là, moi je pense que je préfère me donner la mort. Je préfère me donner, parce que nous qui vivons ces choses-là, c'est affreux, c'est inadmissible, c'est invivable. C'est invivable. Ce genre de c'est invivable. Mileye nunina sala na berso ya mama elekelengi koleka bambeto nyonso nga na lala mama soki ozalaki kaka na bomoi mbele na sengi ozongisanga susu wana jamolingaki nga na lela yo oseka jamolingaki. Voilà, pour ce Titi Noël, avant de donner la parole aux hommes d'église et aux hommes de loi, je me tourne vers le sociologue que vous êtes. Il faudrait éviter la banalisation de ce phénomène. Pourquoi? Parce que ce qui est normal, c'est normal, c'est-à-dire général dans la société. C'est ça la normalité. C'est qu'un mâle rencontre une femelle dans les relations sexuelles. Qu'un homme se fasse femelle pour un autre homme, eh bien c'est ça qui est pas. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Hein, une femme se fasse mâle pour une femme. Dans la société, on dit que c'est pathologique. Le deuxième point, il faudrait éviter d'en faire quelque chose qui dépende de la liberté de l'individu. Bon, bien entendu, nous sommes libres
Mais pour la société, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Je suis libre d'accepter ou de pas accepter, c'est ça. Mais la société ne peut pas cautionner ma liberté de saboter ce qu'elle a fixé. Donc pour la société, on peut toujours remettre ça au niveau de l'interdit. Dire que bon, s'il y a des lois qui reprennent l'homosexualité, que ces lois soient appliquées. Bon, qu'on évite de banaliser. Bien entendu, ailleurs, on a légalisé. Les hommes se marient même publiquement avec d'autres hommes. Bon, eh bien, si nous voulons en arriver là, mais si nous ne voulons pas en arriver là, il faut maintenir cela comme un phénomène pathologique, comme une déviance sociale. Et nous avons vu tout au long du reportage des jeunes filles et des jeunes hommes qui sont pratiquement impliqués pratiquement jusqu'au cou dans ce phénomène de l'homosexualité. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour les sortir de là? Bon, écoutez, il y a le côté social, il y a aussi le côté psychologique, le côté psychanalytique. Je ne suis pas habilité à en parler. Mais au niveau du côté social, le mieux serait d'éviter que le phénomène, si nous en parlons, il faudrait dire que c'est un phénomène pathologique, c'est-à-dire que ce n'est pas normal. Du temps d'Abraham, il y a eu un, n'est-ce pas, phénomène de ce genre, parce que là, ça s'est réellement accentué. Tout un peuple, n'est-ce pas, comment est-ce qu'on appelle ça, disons, pratiquer l'homosexualité, la pédérastie, pour trouver, n'est-ce pas, une formule moderne et tout ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a d'abord prévenus en envoyant 2 prophètes, 2 envoyés du ciel, directement sous couvert d'Abraham, directement chez, n'est-ce pas, Lot, le prophète Lot à l'époque. Bon, il les a prévenus, et ils se sont entêtés. Bon, du coucher du soleil à l'aube, Dieu a maudit ce peuple-là et a fait pleuvoir des pluies de cailloux et tout ça. Et c'est ainsi que cette nation a été exterminée. Ouais, donc c'est quelque chose qui existe depuis des millénaires. Alors voilà ce que je voulais dire. C'est une malédiction, pour répondre à votre question, une des plus graves malédictions que subiront ceux qui pratiquent, n'est-ce pas, l'homosexualité. Vous savez que Dieu nous a appris qu'il a tout, n'est-ce pas, créé en harmonie, n'est-ce pas? Alors donc, il le dit dans un verset, il dit « Subhanallah, khalaqal azwaja kullaha ». Donc ce n'est pas une petite affaire, parce qu'il dit « Gloire à celui qui a introduit dans chaque espèce les 2 sexes ». Il aurait pu dire « J'ai, n'est-ce pas, introduit dans chaque espèce », mais il dit « Gloire à celui qui ». Subhanallah. Vous voyez? Bon, donc gloire à celui qui a introduit dans chaque espèce les 2 sexes. En tant que pasteur aussi, je me sens interpellé parce qu'il faut faire quelque chose pour ces êtres humains, ces enfants de Dieu. Et c'est là où la difficulté surgit, en ce sens que dès lors que l'Église elle-même n'a pas voulu, dans son ensemble, à travers l'histoire, intégrer cette catégorie de personnes, à cause justement du caractère du délit, on ne peut pas prendre une position qui aille à l'encontre de ce que l'Église a déjà condamné. Oui, mais à propos d'Église et de religion, que disent les textes bibliques par exemple? Oui, les textes bibliques depuis l'Ancien Testament jusqu'au Deutérocanonique, les écrits de Bernabé et Clément de Rome et autres, il y a une condamnation tout à fait claire de l'homosexualité. Et c'est ça qui sert surtout de base à l'Église. Bon, évidemment, il y a eu d'autres facteurs qui ont durci l'attitude de l'Église. Mais dans l'ensemble, l'Église
par la suite, a toujours condamné l'homosexualité. Oui, mais on dit aussi qu'on retrouve ce phénomène dans l'Église aussi. Oui, c'est comme lorsqu'on dit qu'il y a le péché parmi les chrétiens. Ça ne veut pas dire que l'Église est déjà le royaume de Dieu. Il y a toujours soit des faux jetons, soit des chrétiens faibles. Je peux déjà le dire, on vient de condamner un pasteur. Je vais très loin en parlant même d'un ecclésiastique. On vient de le condamner parce qu'on a découvert qu'il est homosexuel. Donc, on n'est pas allé jusqu'à l'excommunier, mais c'est une sanction qui est déjà révélatrice de l'attitude de l'Église. La loi dit dans l'article 347 bis qu'elle est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 20 000 à 200 000. Toute personne qui a des rapports sexuels avec une personne de son sexe. C'est tout ce que la loi dit. Vraiment laconique. Très laconique, très imprécis. Parce qu'on ne peut pas d'abord savoir ce que la loi entend par rapport sexuel avec une personne de son sexe. Bon, si on peut déjà tenter une définition, on peut dire que l'homosexualité est le fait de se procurer la satisfaction sexuelle en parvenant à la conjonction charnelle avec un individu de son sexe. Regardez du côté masculin, on parle de sodomie et de pédérastie. Regardez du côté féminin, on parle de saphisme, de tribadisme et de lesbianisme. Il reste entendu que, comme élément constitutif, on doit avoir l'identité de sexe des deux partenaires. Ils doivent être de même sexe. Et il faut un acte matériel. C'est l'acte impudique que la loi n'a pas daigné définir. Bon, avec les visionnages des films, on peut se dire que du côté féminin, si on doit parler d'homosexualité, on peut déjà parler de coït buccal, par exemple, touchement obscène passé sur un individu. Nous devons déjà signaler que la loi camerounaise semble avoir fait bon marché des circonstances qui accompagnent la commission de cette infraction. Ça peut être des circonstances de violence. Alors, la loi telle que je vous en ai donné lecture ne parle pas de cette circonstance de violence. Parce qu'un individu de même sexe peut en contraindre un autre, peut lui imposer par contrainte, par violence, ces rapports charnels. Et la loi ne semble pas avoir compris ça dans ses prévisions. Donc, en un mot, il faut peut-être réactualiser la loi? Il faut de toute nécessité réactualiser cette loi face à cette escalade que moi j'observe dans les atteintes sexuelles et particulièrement dans les atteintes homosexuelles. On les trouve dans les milieux comme le milieu carcéral et même comme des milieux réputés chastes. Je ne vais pas plus loin, je préfère parler des milieux réputés chastes. On perçoit ce genre d'infraction. Et il y a même ce qu'on peut appeler en criminologie le chiffre noir. Parce que c'est des infractions qui sont caractérisées par la pudeur. Elles ne se montrent donc pas le plus souvent. Alors il faut sévir alors? Il faut sévir. Parce que ça fait partie de l'affirmation de l'identité de notre culture. Nous ne devons pas nous laisser aller à ce permissivisme tel que c'est observé de l'autre côté de l'hexagone, où on peut avoir où les homosexuels revendiquent même leur statut en tant que citoyens à part entière, devant bénéficier des avantages et même des dégrèvements fiscaux. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Il est d'abord possible de revoir les prévisions de l'article 296 du Code pénal qui réprime le viol. Parce qu'en matière d'homosexuel,
on peut bien se retrouver dans des circonstances d'un viol. Or, tel que la loi définit le viol, elle ne le définit que dans les rapports entre un homme et une femme. La loi perd de vue qu'une femme peut contraindre un homme à avoir des rapports sexuels avec lui. Et même une femme peut en contraindre un autre à avoir des rapports sexuels avec elle, comme les hommes d'ailleurs. La loi devait d'abord tenir compte de ce facteur de violence qui émaille souvent les rapports charnels. Ça, c'est le premier point. Je crois également que la loi devrait être revue dans le sens de l'aggravation des pénalités. Parce qu'on estime que les pénalités qui sont prévues sont dérisoires. C'est comme si elles étaient même incitatives à la commission de l'infraction. Parce que quand les pénalités ne sont pas assez graves, on peut aboutir à une sorte de dépénalisation de l'incrimination. Vous voyez, avec l'adultère, les pénalités ne sont pas suffisamment conséquentes. Et c'est à cœur, je vois que les gens se livrent à l'adultère. Parce que c'est une infraction qui tend même à disparaître. Nous craignons donc que, face à l'escalade des assauts homosexuels, on se retrouve devant plutôt une incrimination tiède, molle, qui ne rappelle pas suffisamment les gens à l'ordre. C'est ici, devant le palais de justice de Yaoundé, que prend fin QSD d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une autre édition de QSD. Bonsoir.